900 opticiens font confiance à Lilléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Lilléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Lilléou, devenez un acteur de la santé visuelle. Bonjour et bienvenue sur Optimis TV. Aujourd'hui, nous allons parler de verre, nous allons parler d'innovation, nous allons parler de fondation, parce que je reçois Nicolas Serriès, le président de l'entreprise Zeiss France. Et je suis très heureux, merci. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Alors aujourd'hui, Zeiss, c'est une entreprise de renommée, on va pas la présenter. Fondée en 1846, elle est connue pour ses innovations dans les verres ophtalmiques, dans les instruments d'optique. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours rapidement et ce qui t'a conduit, comment tu es arrivé aujourd'hui à être président de Zeiss, depuis combien de temps? Un petit résumé. Alors moi, ça fait 14 ans que je dirige Zeiss. J'ai commencé par diriger la division des verres de lunettes, Zeiss Vision Care, et depuis 2018, je dirige l'ensemble des activités de Zeiss. Le groupe est une entreprise très diversifiée, on est présent dans le domaine médical, on est présent dans le domaine de la microscopie, de la métrologie, et également des produits grand public, les jumelles, les optiques d'appareils photo, et donc les verres de lunettes. Donc aujourd'hui, je chapeaute l'ensemble de Zeiss France. C'est un périmètre qui fait autour de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il y a 700 personnes. Avant d'arriver dans l'industrie de l'optique, quel est ton parcours Alors, j'ai fait une école de commerce, Ouais. Grenoble École de Management, qui s'appelait à l'époque Subdeco Grenoble. Et puis derrière, j'ai fait mon service militaire, parce qu'il y avait encore ça, il y a le service militaire. Puis derrière, 2 années où j'ai été dans une entreprise qui fabriquait des emballages pour l'industrie alimentaire qui était basée à Monaco. Là, j'ai fait mes armes dans le commerce, puisque j'étais en charge de développer l'activité commerciale pour des produits qu'on appelait des produits complexes, des emballages multicouches qui servaient à emballer des compotes, du jambon, du fromage. Donc j'ai découvert toute l'industrie alimentaire. C'était vachement sympa. Puis au bout de 2 ans, je suis rentré chez Kiss, une entreprise grenobloise, qui avait été rachetée par un groupe anglais qui s'appelle Photomy, qui est le leader mondial des cabines photo d'identité. Mais la société Kiss, elle vendait des machines pour le développement des photos en 1 heure. Et j'ai, pendant 15 ans, travaillé dans cette entreprise en partant de vendeur. Puis j'ai été responsable marketing, j'ai été responsable de la R&D, j'ai été directeur commercial, compte clé, d'abord, directeur commercial, puis directeur général de cette société pendant plusieurs années. Et en 2010, je suis rentré chez Zeiss. Donc aujourd'hui, c'est ta plus grande expérience de carrière pour l'instant, Zeiss? Alors non, 15 ans chez Kiss, Ok. 14 ans chez Zeiss. Ok. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'industrie de l'optique? Alors, ce que je trouve très sympa dans l'industrie de l'optique, c'est que c'est une industrie qui associe le côté mode au côté technologique. C'est-à-dire que des lunettes, il ne faut pas se le cacher, tu en as sur le visage, on est sur le visage, on est quand même à peu près 2/3 de Français à porter des lunettes, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Donc c'est quelque chose où il y a un côté quand même esthétique, fashion, qui est assez sympa. Et puis, ces lunettes sans des verres, elles sont rien, et les verres sans les lunettes, ils ne sont rien non plus. Et dans les verres, il y a la technologie, puisque à la base, si on porte des lunettes, c'est parce qu'on a une amétropie et qu'on doit la corriger. Donc c'est un secteur que tu ne connaissais pas, à part en tant que porteur de lunettes, que tu as découvert en 2010. Je l'ai découvert en 2010. Je suis pas, malgré ces 14 années, je me suis rendu compte que, je connais la technique, etc., mais je ne suis pas non plus le plus grand des experts Bien sûr. techniques dans Ouais, le je domaine comprends. du verre. Mon job, c'est de diriger une Bien entreprise, sûr. c'est de piloter des équipes, de définir des stratégies, mais il n'empêche que c'est très sympa et on a la chance de pouvoir, dans les verres, fournir un éventail de solutions qui répond à tous les besoins des porteurs. C'est un milieu attachant, l'optique, par rapport à tes autres expériences? Alors oui, c'est un milieu qui est très attachant. Je trouve que les relations que l'on a avec à la fois la distribution, mais l'ensemble des acteurs du marché sont des relations qui sont très sympas. On est dans un monde très concurrentiel. La bataille fait rage, puisque chaque acteur veut gagner ses parts de marché, que ce soit des distributeurs, que ce soit des fournisseurs. Mais il n'empêche que les relations restent sympathiques et c'est un milieu, oui, qui me plaît beaucoup. Zeiss existe depuis 160 ans. Si tu devais donner quelques dates clés, quelques éléments importants de l'histoire de Zeiss, qu'est-ce que tu dirais? Alors d'abord, l'entreprise existe depuis 178 ans. Elle est une vieille... Non, mais c'est une vieille dame. C'est une vieille dame. Elle a été fondée par Carl Zeiss et Ernst Abbe. Abbe, il est connu des opticiens par la loi d'Abbe. La loi d'Abbe,
en fonction de comment on le prononce. Donc c'était les cofondateurs de Zeiss, avec également Autoshot. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'était l'alliance entre un mécanicien, un opticien et un spécialiste du verre, un verrier. Et donc ces 3 personnes, ils ont fait les premiers microscopes. Donc ça, c'est la base de l'entreprise. Et au fil des années, l'entreprise s'est développée en faisant l'acquisition de différentes entreprises, et elle s'est développée dans le domaine du médical, elle s'est développée dans le domaine de la métrologie. Alors la métrologie, c'est intéressant parce que on a conçu nos propres machines de mesure tellement on était obsédé par la précision de nos produits. Okay. Et ces machines de mesure qu'on a construites pour nos propres besoins, derrière, on en a fait une division, et aujourd'hui, c'est une division importante de l'entreprise. Donc, il y a des innovations comme l'OCT dans le domaine médical. Il y a des innovations, bien évidemment, dans les optiques d'appareils photo, puisque c'est un optique Zeiss qui a photographié et immortalisé Armstrong quand il a posé le premier pas sur la Lune. Et puis aujourd'hui, il y a des innovations qui sont sans commune mesure avec celles du passé, qui sont plutôt dans le domaine du semi-conducteur, puisqu'aujourd'hui, Zeiss est un des acteurs clés dans la fabrication des semi-conducteurs, puisqu'on fournit une technologie qui s'appelle l'extrême ultraviolette technologie. C'est une technologie à base de miroir qui permet de graver les semi-conducteurs, et on a un partenariat mondial exclusif avec une société hollandaise qui s'appelle ASML, qui est la plus grosse entreprise pour fournir des machines pour graver les semi-conducteurs. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est, les semi-conducteurs, pour ceux qui ne savent pas ? Les semi-conducteurs, ce sont les puces que l'on trouve dans tous les appareils électroniques, les téléphones, une machine à laver, mais également dans nos ordinateurs, qui est aujourd'hui le support de l'intelligence artificielle, de la voiture connectée. Et donc ces puces, elles sont de plus en plus puissantes, elles sont de plus en plus énergivores, et elles doivent être de plus en plus petites. Et donc nous, on a cette capacité à pouvoir graver cela. On a aujourd'hui des chercheurs qui sont aux portes de la science. Ils sont dans la recherche fondamentale pour développer ces technologies. Incroyable. J'en apprends tous les jours parce que je pense que beaucoup qui nous regardent ne sont pas au courant de ça. Est-ce qu'on arrive à garder les fondations qui ont été faites par les fondateurs justement de Zeiss avec la technologie aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une sorte de respect pour les fondateurs ? Est-ce qu'il y a des process qui ne changent pas ? Tu vois ? Oui, les traditions et la continuité. Exactement. Alors en fait, ce qui est très intéressant dans notre entreprise et qui, à mon avis, répond à ta question et qui fait qu'on a justement cette continuité, c'est que, à la différence d'autres entreprises, nous appartenons aujourd'hui à une fondation. Et je vais prendre 2 secondes pour expliquer, parce qu'on peut penser à des fondations, la Fondation Cartier, la Fondation, je ne sais pas quel type de fondation, ou la Fondation Rothschild. Nous, notre fondation, elle n'appartient à personne. C'est-à-dire qu'à la mort de Carl Zeiss, Ernst Abbe a créé la fondation, et on a transféré toutes les titres de propriété des ayants droit de Carl Zeiss et des fondateurs dans cette fondation. Donc aujourd'hui, la fondation est l'unique propriétaire de Zeiss. La fondation n'appartient à personne. Elle a son statut qui ont été créés au moment de sa création et qui garantissent la pérennité de l'entreprise. Donc en gros, la fondation a pour mission de promouvoir l'intérêt des personnes qui travaillent dans les entreprises qui lui appartiennent, de promouvoir le développement des sciences naturelles et de promouvoir également l'environnement local. Et donc, ce statut-là fait que nous n'avons pas d'actionnaires. Donc, nous n'avons pas de dividendes à verser à des actionnaires. La contrepartie de ça, la conséquence de cela, c'est qu'on investit 15% en recherche et développement. La moyenne européenne des investissements en recherche et développement, c'est autour de 3%. Dans le secteur de l'optique ? Non, mondial. Okay. Toutes les entreprises européennes. D'accord. 3%. Apple, ils investissent 5%. Chez Zeiss, on investit 15%. Incroyable. Mais la différence, c'est qu'on n'a pas... La différence avec ces autres entreprises, c'est qu'elles doivent verser des revenus à des actionnaires. Ce qui est normal. Il y a des propriétaires, ils touchent leur argent. Mais comme nous, on n'a pas de propriétaires, on n'a pas de dividendes à verser. Et donc, ça nous permet de réinvestir en recherche. Et c'est pour ça que cette entreprise a 178 ans. C'est pour ça qu'elle est extrêmement solide financièrement et qu'elle consacre beaucoup de son énergie à l'innovation, au développement,
pour assurer sa continuité. C'est assez unique. Alors en optique, je pense que ça l'est. C'est totalement unique en optique et c'est même très unique dans le monde des entreprises. Il y a peu de fondations qui n'appartiennent à personne. Ça existe, par exemple, Napapiri, je crois, le fondateur qui a transféré l'intégralité de ses parts dans une fondation, c'est un peu la même chose. Souvent, les fondations, j'ai l'impression que c'est pour se donner bonne conscience, mais en fait, vous, c'est clairement le fondement de votre entreprise. C'est le fondement de l'entreprise. Donc, Excellent. en gros, la fondation est propriétaire unique. Elle est propriétaire de Schott. Elle est propriétaire, donc Schott, qui est un fabricant de verre, de borosilicate, de Pyrex, etc., et de Zeiss. Et ces deux entreprises appartiennent à cette fondation, ont ces statuts. Donc, du coup, on est inopéable, on est incessible, et les dirigeants, les membres du board, sont obligés de garantir la continuité de l'entreprise, sa mission, et de faire en sorte qu'on se développe. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on est une charity. Oui. On est géré comme une entreprise classique, avec de la rentabilité, des investissements, etc. Mais ça garantit la pérennité de l'entreprise. Parfait. On va venir à parler du marché actuel de l'optique. Est-ce que tu peux me donner ta vision du marché de l'optique en France et à l'international? Alors, le marché en France, on a vu les chiffres de la DRES qui sont sortis il y a peu de temps. Il vient de battre un record en 2023, toute catégorie, puisqu'on a dépassé les 8 milliards d'euros. Donc, c'est énorme. On a vu que dans ces 8 milliards d'euros, le verre compte pour 65% du marché. Ça reste significatif. Mais ce qui est également intéressant, c'est que dans la répartition des coûts, et ça, c'est une donnée qui a changé. Le 100% santé représente désormais 20% du marché. C'était l'objectif. Ils avaient comme objectif d'être autour de 15, 17%, 20%. Donc, on a atteint les 20%. Mais ce qui est également intéressant, c'est que le reste à charge des Français, il est passé de 24% à 30%. Donc, en gros, malgré le 100% santé, enfin, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais on a un panier A qui a trouvé sa clientèle, et puis on a un panier B avec des remboursements de mutuelles, mais des Français qui mettent 30% de reste à charge. Je pense que, sachant qu'ils ont le choix, s'ils ne veulent pas mettre de reste à charge, ils peuvent aller vers le panier A, ou ils peuvent aller dans les plafonds que leur offre leur mutuelle. Donc moi, je reste convaincu sur ce marché que le reste à charge, c'est un reste à charge qui est consenti. Et pourquoi il est consenti? Parce qu'on achète des lunettes en moyenne tous les 3 ans, je crois que c'est 2,9, autour de 3 ans, que c'est quelque chose qu'on porte sur le visage, et qu'on a peut-être envie aussi, en fonction de son mode de vie, d'avoir des verres de qualité qui offrent des caractéristiques supplémentaires que des verres basiques. Et donc, on met un peu de reste à charge. Et puis sans doute aussi, pour moi, on est dans le commerce, le talent des opticiens qui vont savoir promouvoir des jolies montures, promouvoir des caractéristiques de verre et qui vont faire en sorte que des gens vont mettre de l'argent de leur poche. Et je trouve qu'il n'y a pas de honte à cela, je trouve que c'est parfaitement normal et moi j'incite tous les opticiens à promouvoir des ventes à valeur ajoutée en proposant du reste à charge, puisqu'on a déjà une grande partie, on a cette chance sur ce marché français d'avoir une énorme partie, à 70%, qui est couvert par sa mutuelle. Alors certes, on la paye sa mutuelle, mais il n'empêche que c'est couvert par sa mutuelle, et donc on met du reste à charge pour avoir des produits qui nous conviennent. De toute façon, là, vous avez aussi un rôle à jouer dans la formation des opticiens, puisque pour moi, la clé, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais la clé de tout ça, c'est la capacité à l'opticien d'expliquer ses produits, de faire du storytelling, d'expliquer l'innovation. Vous avez un rôle à jouer là-dedans sur la formation des opticiens. C'est ce que vous faites aujourd'hui? Clairement. On a carrément un département formation. Okay. On a l'ensemble de nos équipes commerciales qui, sur le terrain, sont formées à former. Et on a en plus 4 formateurs pour se répartir le territoire, pour des formations spécifiques, des formations où on regroupe des opticiens. Et on a développé d'ailleurs, à ce titre, une nouvelle technique de formation qui s'appelle la ludopédagogie. Parce qu'on considère, aujourd'hui, on est en 2024, on n'est plus dans les années 90, ou même en 2000, ou même en 2010. On est dans une société qui a beaucoup évolué. La génération TikTok, la génération Insta, la génération du mobile, où on regarde des choses très rapidement, on zappe. Et aujourd'hui, pour se concentrer pendant un moment, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, derrière un PowerPoint, c'est chiant. Ouais. Aujourd'hui, on s'est dit, et on avait démarré ça pour former nos propres équipes, et on s'est dit, mais si on se dit qu'il faut qu'on amuse
nos propres équipes, mais il faut qu'on le fasse également pour nos clients. Il faut Ok. qu'on arrête de les ennuyer, en fait, et qu'on les forme avec des techniques ludiques pour qu'ils apprennent des choses, qu'ils les intègrent et qu'ils soient capables, justement, derrière, de les reproduire, de les ressortir à leur clientèle. Nous, c'est ce qu'on fait ici au studio. On fait des formations en visio, mais pas en direct. C'est-à-dire qu'on enregistre des formations vidéo qu'on essaie de rendre ludique avec des incrustations de chiffres, etc. Et ça marche plutôt pas mal. Donc ça, on pourrait le tester. Ou faire des lives, même des lives où les gens peuvent interagir, les opticiens, avec les formateurs. Ça peut se faire. Petite question, est-ce que tu penses qu'il y a un déficit de formation chez les opticiens aujourd'hui dans les magasins? Je parle de ça pour arriver sur un sujet qui est la téléexpertise, la téléophtalmologie, etc. Il y a deux façons en fait d'amener l'ophtalmo dans le magasin d'optique, la téléexpertise, la téléophtalmologie, et certains nous répondent bah oui, mais nous on passe par la téléophtalmologie parce que les opticiens ne sont pas assez formés pour faire un examen de vue et avoir recours à la téléexpertise. C'est quoi ton avis là-dessus sur d'une part les nouvelles solutions de téléophtalmologie et d'autre part la formation des opticiens pour faire un bon examen de vue? Je pense que c'est terrible de généraliser. Et je pense qu'il y a des opticiens, ça va être un peu impensif, mais il y a des opticiens qui sont formés, qui sont motivés, qui ont compris que aujourd'hui la loi, les règlements actuels leur permet de faire des examens de vue dans le cadre d'une durée de validité d'ordonnance qui est de 5 ans pour les personnes de moins de 45 ans, je ne sais plus enfin exactement les règles, mais en tout cas, ils ont la possibilité de faire un examen de vue. Et ils ont la possibilité, pendant la durée de l'ordonnance de 5 ans, de pouvoir modifier l'ordonnance en fonction du changement de correction. Donc pour moi, les opticiens ont tout intérêt à se former à l'examen de vue. Parce que c'est dans des endroits où il y a des pénuries d'ophtalmo, pouvoir se servir de l'opticien pendant la durée de validité de l'ordonnance, enfin si j'étais opticien, moi je me formerais pour pouvoir faire des bons examens de vue et pouvoir bénéficier de cette solution. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est la téléophtalmologie. On voit aujourd'hui des solutions arriver qui sont complètement abouties, avec à la fois du matériel et des plateformes qui mettent en relation la patientèle avec des ophtalmologistes, qui sont intégrés dans des magasins d'optique, mais pour éviter le compérage, ça doit être clairement séparé et la patientèle doit avoir la possibilité de pouvoir, à l'issue de son examen de téléophtalmologie, sortir du magasin pour pouvoir potentiellement acheter son équipement dans un autre magasin. Mais il n'empêche que, encore une fois, dans des endroits qui sont des déserts médicaux, dans des endroits où il n'y a pas d'ophta, ou dans des endroits où les ophtas ont quitté parce qu'ils sont partis à la retraite, eh bien, d'apporter ce service, c'est limite un service, ça devient presque un service ce qu'on appelle du service public, quoi. Bah oui, mais sauf que c'est l'opticien qui paye. Alors oui, mais l'opticien paye pas complètement, parce que certes, l'opticien doit investir dans le matériel, mais il ne faut pas être naïf et dupe. À partir du moment où il investit dans ce matériel et qu'il donne la possibilité à la clientèle de faire cet examen de vue, il y a quand même à 90% ou 95% de chances que les gens aillent acheter des lunettes. Donc, à un moment donné, c'est un calcul à faire. Je pense qu'avec quelques simulateurs financiers, on y trouve vite son compte de savoir si ça vaut le coup d'investir dans le matériel et la solution ou pas. Selon toi, Nicolas, quels sont les enjeux majeurs de l'industrie de l'optique dans les prochaines années? Je pense qu'il y a un enjeu, mais auquel il est très difficile de faire face, qui est cet enjeu de la surréglementation française. Je pense qu'il y a un malaise, on a une maladie dans ce pays qui est de réglementer, surréglementer, etc., qui est la conséquence aussi du fait que on donne tout à tout le monde, etc., et que du coup, au bout d'un moment, ça finit par coûter une fortune. Donc derrière, conséquence, réglementation, etc. Et pour les opticiens, pour les industriels, tous les changements de réglementation sont en permanence entraîne en permanence une obligation de s'adapter à ces nouvelles donnes. Moi, aujourd'hui, je crains fort que, compte tenu des enjeux de santé publique et des déficits de la sécurité sociale, qu'on voit apparaître un transfert de charges des dépenses de la Sécu vers les mutuelles, et que les mutuelles
doivent progressivement abandonner de plus en plus la couverture de problèmes de lunettes qui sont, on va dire, des problèmes prévisibles, un peu moins complexes que par exemple la gestion du grand âge ou des choses comme ça. Donc, on risque d'avoir une pression de plus en plus forte sur les remboursements par les mutuelles, une part potentielle du 100% santé qui augmente, et c'est pas avec le 100% santé que les opticiens vont vivre, puisque les prix du 100% santé sont infiniment plus bas que les pires prix des réseaux de soins. Oui. Déjà, les opticiens, ils n'aiment pas les réseaux de soins, mais alors le 100% santé, c'est bien plus bas. Donc, toute cette pression sur le prix, c'est compliqué. D'où l'importance pour moi, pour un opticien, de savoir se différencier par le service qu'il offre à ses patients, à sa clientèle, de savoir vendre le reste à charge, pour qu'à un moment donné, il arrive à convaincre un consommateur de payer une partie de sa poche parce que le consommateur va avoir de moins en moins d'argent remboursé. Et après, il ne faut pas se leurrer. Les gens achètent des iPhone 13, 14, 15, 16, des télé grands formats, des bagnoles électriques, etc. Donc on a un spectre de consommation. La lunette, le verre de lunette doit rentrer là-dedans de mon point de vue, et il faut que l'opticien arrive à convaincre. Et nous, les verriers, notre job, c'est de fournir des éléments, d'apporter des éléments pour que l'opticien ait les armes pour convaincre une clientèle de payer de sa poche parce que les remboursements seront de plus en plus bas. Donc ça, pour moi, c'est un enjeu capital qui passe par la formation, qui passe par une vraie capacité de l'opticien à être un commerçant. Alors, je sais qu'on distingue l'opticien de santé, l'opticien commerçant. Pour moi, c'est un mélange des deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, puisque c'est un produit de santé, mais qu'il faut savoir le vendre. Donc, il faut savoir jouer sur tous ces tableaux. Voilà mon point de vue. Très bien. On va parler aussi de réputation de l'optique, avec un sujet qui est sorti il y a très peu de temps, qui est la blockchain. Cette blockchain permet, pour ceux qui ne connaissent pas, arrête-moi si je me trompe, de tracer le verre, la monture, ce qu'on a vendu, ce qu'on n'a pas vendu, etc. et d'éviter la fraude. En gros, c'est ça le résumé. Comment vous accueillez cette nouveauté, on va dire ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous êtes dedans ? Vous participez à ça ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, cette solution de blockchain, mais qu'elle soit une solution de blockchain ou une autre solution, parlons aujourd'hui plutôt de ces projets de gestion de la traçabilité. Ils sont clés parce que la conséquence d'un marché qui est remboursé, c'est qu'il y a qu'il y a énormément de fraude. Et on le voit, ça sort en permanence, les faux centres de santé, et tout ça, c'est terrible parce que ça vient diminuer la capacité des gens à pouvoir justement avoir un maximum de remboursement, parce que des gens fraudent, ils fraudent à la Sécu, et ils fraudent aux mutuelles. Et la résultante, c'est que les mutuelles doivent baisser les remboursements parce que par ailleurs, il y a des gens qui ont profité du système et parfois de façon industrielle. Donc aujourd'hui, d'avoir un système de traçabilité qui permet, dans la globalité du circuit, c'est-à-dire la prise en charge, le remboursement, la livraison du produit, de faire en sorte que tout soit chaîné pour qu'il n'y ait pas de fraude, c'est une bénédiction, je pense, pour le marché de l'optique, à partir du moment où cette solution est une solution qui est partagée, globale, entre les différents acteurs de la profession, c'est-à-dire ceux qui vendent, ceux qui fournissent, ceux qui remboursent, etc. Et vous êtes inscrit là-dedans, quoi. Nous, on est inscrit parce qu'en fait, c'est une démarche qui est menée par les syndicats d'opticiens, avec les syndicats des industriels, le GIFO, et avec également des interactions avec l'APFS, qui est l'association qui regroupe les différents réseaux de soins, puisque les réseaux de soins imposent déjà de la traçabilité dans les échanges. Parfait. Vous avez d'autres engagements associatifs chez Zeiss ? Oui, on a beaucoup d'engagements associatifs et des engagements dont je suis très fier. On peut en parler. Donc, je vais en parler. Alors, on a un engagement d'abord dans le domaine de la RSE, dans le domaine de l'écologie. Zeiss est la première entreprise de l'optique qui a été labellisée ISO 26000, donc le label engagé RSE, niveau confirmé. Ça veut dire que sur 50 points de contrôle, on est une entreprise qui véritablement s'engage dans ce domaine de l'écologie. À ce titre, on a également fait un bilan carbone.
Le bilan carbone nous permet d'identifier nos émissions carbone, qui sont classées par Pareto, et on travaille pour réduire ces émissions carbone. Mais il n'empêche qu'on a des émissions carbone qu'on ne peut pas réduire. Les transports. Voilà, du transport, ou plein de choses. On peut faire tous les efforts qu'on veut, mais il en reste. Et celles qui sont directement de notre responsabilité, on s'emploie à les compenser. Alors, vous connaissez que souvent, vous achetez un billet d'avion, on vous dit vous pouvez compenser votre billet d'avion, votre compensation carbone. Nous, on a décidé de le faire d'une façon très locale, en s'associant avec une entreprise qui s'appelle Agoterra, qui a pour mission de mettre en relation des entreprises qui ont des émissions carbone avec des agriculteurs qui veulent basculer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture régénératrice. Une agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui va permettre de séquestrer le carbone pour éviter qu'elle soit émise. Donc, c'est changer ces modes d'agriculture classiques pour éviter les émissions de carbone. L'agriculture étant responsable de 20% des gaz à effet de serre. On parle souvent de l'avion, c'est 2%, mais l'agriculture, c'est 20%. Donc, il y a des vrais enjeux. Et les agriculteurs, comme on le sait, ils ne roulent pas sur l'or, donc ils ont besoin d'argent. Et bien, nous, on leur verse des sous. Donc, on a 5 fermes que l'on soutient via cette plateforme Agoterra pour leur permettre de faire cette transition vers l'agriculture régénératrice et réduire leurs émissions de carbone. Ça, c'est la première association. Deuxième association, c'est les Ombres. Les Ombres, c'est une association qui vient aider l'aide sociale à l'enfance. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont maltraités, abandonnés par leurs parents, qui sont des enfants migrants, livrés à eux-mêmes. C'est ce qu'on appelait à l'époque la DAS. Aujourd'hui, ça s'appelle l'aide sociale à l'enfance. Et donc, les Ombres, c'est une association qui aide cette aide sociale à l'enfance en mettant en relation des mentors et des enfants. Et donc, c'est une plateforme. On a un enfant qui est dans un foyer d'aide sociale à l'enfance. Cet enfant, il a besoin de trouver un stage, il a besoin d'apprendre à créer une adresse mail, il a besoin qu'on l'aide dans Parcoursup, etc. Et donc, il exprime son besoin sur une plateforme. Et derrière, le mentor, donc nous, on a chez Zeiss 12 collaborateurs qui se sont portés volontaires et qui vont aider ces enfants en les accompagnant. Nous, Zeiss, on leur permet de faire ça sur leur temps de travail. Et puis, il y a des frais de dossier pour pouvoir mettre tout ça en relation. Ça coûte 400 € qu'on prend en charge. Donc voilà, ça, c'est une association. Donc ça, c'est dans le côté social, qui est quelque chose qui me tient très à cœur. Est-ce que, pardon, je te coupe, est-ce que les collaborateurs sont réceptifs à ça ? Ah oui, beaucoup. Puisqu'on avait limité le nombre de personnes et on a eu le plein maximal sur le sujet. Excellent. Et puis, troisième chose que l'on fait, c'est qu'on soutient les Restos du Cœur. On a vu l'année dernière qu'ils étaient dans une grande difficulté. On les soutenait depuis des années. Et là, on a décidé de mettre encore plus, à la fois avec de l'argent, mais en même temps en permettant à des collaborateurs d'aider les Restos du Cœur, de passer du temps sur le côté des Restos du Cœur. Et puis, le quatrième grand pilier de tous ces points associatifs, c'est qu'on soutient un jeune skipper, qui s'appelle Timothée Paulet, qui a 24 ans. Et on est donc le sponsor principal de son bateau, qui est un classe 40. Et il a déjà fait avec nous la Transat Jacques Vabre en 2023. L'année dernière, cette année en 2024, il a fait la Lorient-New York, où d'ailleurs il a perdu son mât, il a failli mourir, ça a été apocalyptique. Okay. Là, il construit un nouveau bateau, on l'accompagne, et ça, c'est notre engagement dans le soutien C'est un étudiant, il est en sport-études, et donc c'est le soutien à la jeunesse, c'est le soutien aux sportifs. On a vu avec les Jeux Olympiques à quel point c'était important de soutenir ces jeunes, à quel point ils nous rendaient fiers lorsqu'ils avaient des bons résultats. Et donc, on les accompagne. Et là, on l'accompagne jusqu'en 2026 pour faire la Transat Jacques Vabre en 2025 et la Route du Rhum en 2026. Incroyable. Bravo. Petite question, ça vient de toi, tout ça ? C'est une impulsion du président en général ? Il y a Agoterra, c'est une rencontre que j'ai faite dans le métro avec un jeune qui avait créé cette plateforme. En fait, c'était pas dans le métro, il sortait de son hôtel, il cherchait son chemin, il voulait aller au métro Cadet, je lui ai dit j'y vais, suivez-moi, on a commencé à parler et il me raconte qu'il a fait Grenoble École de Management. Je lui ai dit tiens, c'est marrant, j'ai fait la même. Il me raconte sa plateforme dans l'agriculture. J'ai trouvé le projet tellement passionnant, je l'ai présenté au comité de direction et après le comité de direction a validé. Très bien. Timothée, il m'a contacté par LinkedIn pour me proposer son projet. Il a été suffisamment persuasif et insistant pour que j'accepte.
Les Ombres, j'ai été en contact avec leur fondateur dans le cadre d'une association. On nous a présenté cette association et j'ai trouvé ça tellement bien que je l'ai présenté au comité de direction. Et les Restos du Cœur, ça c'est une initiative aussi que j'avais initiée il y a quelques années qui s'est développée. Mais l'impulsion vient peut-être de moi, mais il n'empêche que sans les équipes, je peux vous assurer qu'il n'y aurait rien. Bien sûr. Parce que derrière, il faut mettre les choses en œuvre, il faut que les gens adhèrent. Et s'ils n'y adhèrent pas, il ne se passe rien en fait. Ok. Parce que ça, voilà. Ok. Je vais juste rebondir là-dessus, si tu veux bien, sur quel impact ça a sur tes clients, tout ça. Une marque, elle doit être incarnée et elle doit représenter des choses. Nous, on est une marque qui est spécialiste dans l'innovation, spécialiste dans la haute technologie, mais on a ses valeurs, on appartient à une fondation, on a eu des pères fondateurs qui ont fait un certain nombre de choses, et il faut qu'aujourd'hui les dirigeants actuels fassent perdurer cette dynamique pour que les collaborateurs de l'entreprise en soient fiers, soient capables de le porter justement auprès des clients. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est sur le terrain, certes, on va avoir une discussion avec des opticiens sur la technologie des verres, sur les prix, parce que les prix sont devenus un des facteurs de pire en pire. Mais il n'empêche que derrière, un opticien va faire le choix d'un partenaire. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a quand même parfois une perte de sens. Il faut un peu comprendre ce que l'on fait, où on va, pourquoi on y va, etc. Et se dire, en tant qu'opticien, je vais travailler avec Zeiss, c'est à la fois parce que j'y trouve des produits techniques, j'y trouve les services que je veux, j'y trouve la proximité, la relation avec les gens, mais en même temps, cette entreprise me parle. Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'un patron qui prend une décision, il a derrière des collaborateurs. Et encore une fois, moi, si j'étais opticien, je voudrais que mon staff, mes équipes, se sentent motivés par le choix du fournisseur et soient fiers du fournisseur de verres qu'ils vendent. C'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a des opticiens depuis 2010 qui t'ont marqué ? Tiens, aujourd'hui, c'est la fin pour toi chez Zeiss. Tu dois citer 3 clients. Alors, je pense à un client qui m'avait beaucoup marqué, c'était la Maison Bonnet à Paris. Mais là, on est dans du complètement exceptionnel. C'est un opticien qui fait des montures sur mesure, en corne, etc. Donc c'est au Palais Royal, donc c'est de l'ultra haut de gamme. Et je m'étais dit à l'époque, cet opticien devrait travailler avec Zeiss parce que son métier s'associe parfaitement avec Zeiss. Et on l'a convaincu et aujourd'hui, il travaille avec Zeiss. Ça, c'est un opticien dont je me souviendrai. Un autre opticien dont je me souviendrai, c'est un opticien qui est atypique dans le marché, qui a créé son propre réseau de magasins, qui venait de la téléphonie. C'est Frédéric Alcaïdé, qui est un opticien qui venait pas du sérail. Et quand je suis arrivé en 2010, où on était ultra challenger, il travaillait à l'époque avec Atoll. Atoll a des relations très fortes avec Essilor. Et il a accepté de travailler avec Zeiss. On avait fait un deal. Et c'était en 2010, on est en 2024. Et il travaille toujours avec nous en exclusivité. On a développé une relation personnelle vraiment forte. Excellent. Et puis le troisième opticien qui m'a marqué, c'est un opticien qui est derrière notre bureau, dans le quartier de Montorgueil, qui s'appelle le Caribou, qui est aujourd'hui un opticien aussi 100% de Zeiss, où un jour, il avait l'inauguration du magasin, et puis nous, on avait les petits produits d'entretien pour nettoyer les verres, etc. Et on les lui a apportés le jour de l'inauguration. Et il est associé, il a un magasin d'optique et des pharmacies. Et derrière, on a eu tout le développement des produits d'entretien dans le domaine de la pharmacie, et puis tous les produits anti-buée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand on a fait tout ce truc sur l'anti-buée, voilà, et bien le boost est parti à travers cet opticien-là. Donc voilà, et il y en a plein d'autres, oui, bien sûr, dans plein d'enseignes, avec qui on a eu des discussions, des grosses négos qui sont devenus proches et avec lesquels il y a beaucoup de respect. Moi, je pense à Sylvine Colère qui a été élue... Sylvine Colère, élue opticienne de l'année, que j'adore avec sa fille. Évidemment aussi Monsieur Calderon, qui est également... Ce sont des clients à toi. Ce sont des clients à nous.
2 fois de suite. 2 fois de suite. Magnifique. On en est très Et fiers. jamais 203. C'est ce Et qu'on j'ai dit. d'ailleurs une photo avec tous les deux lors du dernier... Excellent. Ouais, du remise dernier- des prix. la dernière remise de l'opticien de l'année. Excellent. Et Nicolas Sariès, au quotidien, c'est qui? Bah, c'est quelqu'un qui On a est... beaucoup parlé des Ice, mais on peut, il nous reste 2 minutes, donc on peut parler de toi, et après j'ai une dernière question. Je suis quelqu'un qui aime le sport, qui aime l'activité, qui aime les clients, qui aime son marché. Voilà, je suis quelqu'un d'assez simple. Dans 5 ans, tu seras où, Nicolas? Ah, alors ça, seul l'avenir nous le dira. Ok. Une seule innovation qui va sortir, quelque chose de fou dans les prochaines années, dans les prochains mois chez Zeiss? Alors là, on va dire qu'en termes d'innovation, on a sorti le verre de freination de la myopie qui est le MyoCare. On avait été les premiers à sortir un verre de freination de la myopie il y a X années, c'était en 2011. Qui s'est beaucoup développé en Chine. Puis derrière, on a eu effectivement nos confrères qui ont développé des solutions. On est arrivé un près. Mais là, on a MyoCare, qui est une vraie réponse sur la freination de la myopie, sur une technologie qui est un peu proche de celle de nos confrères. On va avoir des nouveaux traitements, mais après, le reste, je ne veux pas trop en parler. Mais ça va arriver. C'est un mouvement permanent, l'innovation, chez nous, de toute façon. Vous recrutez? Alors, on a beaucoup recruté l'année dernière. On a renforcé notre force de vente de façon considérable, puisqu'on a pris 5 nouveaux commerciaux, un nouveau DR. On a augmenté également le staff dans l'usine, puisqu'on fait quasiment aujourd'hui quasi 100% des verres progressifs Zeiss avec le label Origine France Garantie sur fougère, en dehors du 174 qui est fait ailleurs. Et des verres également photochromiques qui sont faits ailleurs, mais sinon pour le reste, tous nos verres progressifs sont faits à fougère, donc on a beaucoup recruté ces derniers temps. Donc là, on est un peu en période de stabilisation parce que le marché se tend. Très bien. Dernière chose, face caméra ici, est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui s'intéresseraient à l'optique, qui veulent potentiellement changer de voie, venir dans ce métier, et aux opticiens de manière générale qui nous ont regardés aujourd'hui? Ouais, moi je pense que pour des jeunes, le secteur de l'optique, c'est un secteur qui est très attrayant parce qu'on peut y trouver absolument tout son compte. On est passionné de fashion, de mode, on va s'éclater avec les ventes de montures, le choix des montures, le côté look attractif sur les gens. On est passionné de technologie, eh bien on peut vendre des verres, plonger dans la technique des verres, puisqu'il y a un vrai savoir-faire de l'opticien avec les verres, donc là ça peut être très sympa. On est passionné dans le commerce, eh bien, on peut vendre des produits, vendre du reste à charge, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On est passionné également de médical, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur la santé visuelle, expliquer que grâce au verre, on va répondre à un problème de santé visuelle. Donc, c'est un métier ultra diversifié où chacun peut y trouver son compte, quelle que soit sa passion. Merci. Et enfin, peut-être une personne ou quelqu'un que je pourrais inviter qui pourrait servir à faire une diversité sur la chaîne? Peut-être que ça serait intéressant d'inviter des personnes qui gèrent des réseaux de soins, puisque ça crée des polémiques. Là, en plus, il y a l'appel d'offres Santé Claire Qui vient de tomber. Il y a eu Calixia cette année, et ça serait peut-être l'occasion pour l'audience de poser des questions, de pouvoir répondre. Et ça pourrait être l'émission de comprendre. ceux qui nous regardent, où on pourrait prendre les questions à leur poser. Moi, je ferai leur porte-parole. Voilà. Et puis la personne... Comme dans C'est dans l'air. Exactement. Bah, ici, ça se passe à Lyon. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir à Lyon. C'était hyper enrichissant. Je suis sûr qu'on va apprendre plein de choses. Moi, j'en ai appris plein. Et je te dis à bientôt. Eh ben, merci Nicolas. Maxime. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.